Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Je vous retrouve sur le plateau de Voyage au bout de la nuit pour continuer un nouveau roman, celui des âmes mortes de Nicolas Gogol. Si vous êtes familier avec la littérature russe, vous l'avez certainement déjà lu, c'est un classique. Sinon, eh bien, restez avec nous. Je poursuis la lecture. Nous sommes à la toute première partie du roman, chapitre 3, donc vraiment aux prémices de la narration. Si vous avez manqué le début de l'histoire, eh bien, je vous invite à revoir les replays sur le site internet. C'est peut-être d'ailleurs comme ça que vous regardez l'émission. Je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, vous savez que vous pouvez retrouver toutes les lectures. Quant à moi, eh bien, je vais vous parler un tout petit peu de ce roman. Le titre exact, c'est Les aventures de Tchitchikov, notre héros, ou Les âmes mortes. Et Gogol a mis pratiquement 17 ans à l'écrire. Alors, c'est une période assez étendue, hein. Il n'y a pas passé 5 heures par jour pendant 17 ans, mais c'est un roman qui a pris une sacrée place dans sa vie. Et il aurait même dit, avec ce roman, que il y a mis complètement de lui-même. Alors, laissez-moi retrouver la citation exacte. Voilà, « L'histoire des âmes mortes, c'est l'histoire de mon âme », aurait-il déclaré. Alors, je ne vous en dis pas plus. Tout ce que vous savez, si vous avez suivi l'histoire, c'est que tout se concentre autour de notre héros Tchitchikov, qui est un homme extrêmement bien éduqué, qui a reçu une éducation solide, il a beaucoup de culture. Et il arrive chez un ami et il lui propose de racheter des noms de personnes qui sont mortes, déclarées, qui sont mortes mais qui sont encore déclarées vivantes. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair. En tout cas, il se propose de racheter ces âmes qui n'existent plus. Je ne vous en dis pas plus. Chapitre 3, bon voyage à vous. Cependant, Tchitchikov, d'assez belle humeur, roulait depuis longtemps sur la grande route. Connaissant depuis le précédent chapitre sa passion dominante, nous ne nous étonnerons pas qu'il y ait aussitôt cédé, corps et âme. Les plans, calculs, combinaisons qui se reflétaient sur son visage devaient être fort agréables à en juger par le sourire qu'il provoquait à chaque instant. Tout à ses pensées, le voyageur n'entendait pas son cocher, qu'avait mis en joie l'accueil des gens de Manilov, adressé de judicieuses observations au cheval tigré, attelé en bricole du côté droit. Ce finaud faisait semblant de tirer, tandis que le limonier, un bai, et le bricolier de gauche, un alezan clair surnommé l'assesseur, parce qu'il provenait de l'un de ces honorables fonctionnaires, y allaient de tout leur cœur. On lisait dans leurs yeux le plaisir qu'ils éprouvaient. « Fais le malin tant que tu voudras, tu ne m'attraperas pas », disait Séliphane en se soulevant et en châtiant du fouet le paresseux. « Apprends ton métier, Vandale. Le bai, c'est un cheval honnête. Il fait sa besogne en conscience. Je lui donnerai volontiers une mesure de plus. L'assesseur, c'est aussi une brave bête. Eh bien, qu'as-tu à remuer l'oreille? Écoute ce qu'on te dit, imbécile. Voyez ce malappris. Je ne lui donne pourtant que de bons conseils, et là, où t'emballes-tu comme ça? » Ici, Séliphane lâcha un nouveau coup de fouet. « Ah, bougre de sauvage !» Puis s'adressant à tous, lança un « Oh là, mes chéris !» accompagné d'une cinglée générale, signe de satisfaction cette fois. Ayant procuré ce plaisir à ses bêtes, il revint au tigré. « Tu crois cacher ton manège? Non, mon cher, conduis-toi bien si tu veux qu'on te respecte. Prends par exemple le monsieur de chez qui nous venons. Quels braves gens que les siens. J'éprouve toujours plaisir à causer avec un brave homme. Nous devenons aussitôt une paire d'amis. S'agit-il de prendre le thé, de casser la croûte? Je ne saurais rien lui refuser. Les honnêtes gens jouissent de l'estime générale. Notre maître, par exemple, chacun le vénère parce qu'il a servi l'État, tu entends? Aussi, le voilà conseiller de collège. » Ces raisonnements entraînèrent Séliphane en d'abstraites considérations. Si Tchitchikov avait daigné prêter l'oreille, il eût été édifié sur l'opinion du manant à son égard. Mais il ne fallut rien moins qu'un violent coup de tonnerre pour le tirer de ses méditations et le faire regarder autour de lui. Des nuages s'amassaient au ciel. Des gouttes de pluie criblaient la route poudreuse.
Un second coup de tonnerre retentit, plus violent et plus rapproché. La pluie devint soudain torrentielle. Elle frappa d'abord obliquement le corps de la voiture, puis prenant une direction verticale, battit le tambour sur la capote. Atteint au visage par des éclaboussures, Tchitchikov tira les rideaux de cuir où 2 ouvertures permettaient de considérer le paysage et ordonna à Sélifane de presser l'allure. Interrompu au beau milieu de son discours, le cocher comprit qu'il ne s'agissait plus de lanterner. Tirant de son coffre une salopette de drap gris, il la revêtit, saisit les guides et gourmanda ses bêtes que l'homélie du brave garçon semblait avoir plongé dans une douce torpeur. Du moins, ne marchait-elle plus jusqu'à pas compter. Mais il n'arrivait pas à se rappeler s'il avait brûlé 2 ou 3 chemins. Après quelques instants de réflexion, il eut conscience d'en avoir passé beaucoup. Comme le Russe, aux instants critiques, prend toujours une décision sans se donner la peine de réfléchir, Sélifane excita ses bêtes dans « Hola, hola, mes bons amis !» et les lança dans la première route traversière sans trop savoir où elle menait. L'averse, cependant, menaçait de durer. Les champs furent vite détrempés, de minute en minute, la tâche des chevaux devenait plus ardue. Étonné de n'être point encore chez Sobakevitch, Tchitchikov conçut des inquiétudes. Il voulut inspecter les alentours, mais n'aperçut que ténèbres. « Sélifane !» dit-il enfin en se penchant hors de la bitchka. « Qu'y a-t-il, monsieur ? Ne voit-on pas le village ?»« Non, monsieur, on ne voit rien. » Et Sélifane, agitant son fouet, entonna une chanson, ou plutôt une litanie, une cantilène, qui n'avait point de fin. Il y fit entrer tous les cris d'encouragement que d'un bout à l'autre de la Russie, on a coutume de prodiguer aux chevaux. Il les accabla de tous les qualificatifs qui lui venaient au bout de la langue, et finit même par les traiter de secrétaires. Cependant, Tchitchikov, ballotté par les cachots de la voiture, comprit que la calèche roulait maintenant dans des labours. Sélifane semblait s'en douter, mais ne soufflait mot. « Hé, Pandar, où nous mènes-tu, là ?»« Que faire, monsieur, par un temps pareil ? Je ne vois même pas mon fouet. » La britchka pencha tellement que Tchitchikov dut se retenir des 2 mains. Alors seulement, il remarqua l'ivresse du cocher. « Fais attention, animal, tu vas verser, lui cria-t-il. « Verser ? Non pas, monsieur, opina Sélifane. C'est très mal de verser, je n'en ferai rien, soyez tranquille. » Ce disant, il se mit en demeure de tourner la voiture et la tourna si bien qu'il la coucha sur le flanc. Tchitchikov s'étala dans la boue. Sélifane réussit à arrêter ses chevaux, qui se seraient d'ailleurs arrêtés d'eux-mêmes, car ils étaient fourbus. Cet événement inattendu le stupéfia. Tandis que son maître tâchait de se désembourber, il sauta au bas du piège, se planta les mains sur les hanches devant la britchka et proféra après quelques instants de réflexion « Pas possible, elle a versé. »« T'es saoul comme une grive, » dit Tchitchikov. « Saoul ? Vous plaisantez, monsieur ? C'est pas bien de se saouler, j'ai bavardé avec un ami pour sûr, y a pas de mal à ça, même que nous avons cassé la croûte ensemble, c'est permis que je sache entre braves gens. » « Et que t'ai-je dit la dernière fois que tu étais ivre ? T'as oublié, hein ? Faites excuse, votre seigneurie. Comment l'aurais-je oublié ? Je connais mon affaire. C'est très laid de se saouler, je ne l'ignore pas. Mais pour ce qui est de bavarder avec les gens de bien... Attends un peu, je t'apprendrai à bavarder avec ces gens de bien. Tu veux sans doute que je te caresse les épaules ? Comme il plaira à votre seigneurie, répondit le placide Sélifane. Le maître est le maître de fouet. Quand le vilain fait des siennes, il faut le rappeler à l'ordre. Ce raisonnement désarma Tchitchikov, d'autant plus que le sort parut vouloir le prendre en pitié. Un lointain aboiement s'éleva. Aussitôt réconforté, notre héros donna l'ordre de stimuler les chevaux. Le cocher russe possède un flair excellent. Quand la vue lui fait défaut, il lance ses bêtes au grand galop et finit toujours par arriver quelque part. Sélifane, sans y voir goutte, mit si bien le cap sur le village qu'il ne s'arrête qu'au moment où les brancards, allant donner dans une palissade, il devint impossible d'avancer. À travers le rideau de la pluie battante, Tchitchikov crut discerner un toit. Il dépêcha Sélifane à la recherche du portail. Cette occupation eût duré longtemps si de braves chiens ne tenaient en Russie l'office de concierge. L'arrivée du voyageur fut si bruyamment annoncée qu'il dut se boucher les oreilles. Un pâle rayon de lumière tomba d'une fenêtre sur la palissade, découvrant à nos voyageurs la porte cochère où Sélifane cogna à coups redoublés. Le guichet s'ouvrit bientôt. Une forme féminine apparut, protégée par un sarrau, et une voix rauque s'informa. « Qui est là ?
Pourquoi tout ce bruit ? Des voyageurs, ma bonne, qui demandent abri pour la nuit. Tu choisis bien ton heure pour arriver, dit la vieille. C'est pas ici une auberge, mais la demeure de notre maîtresse. Oui, c'est une mauvaise heure. C'est la nuit, déjà, elle est noire, approuva Céliphane. Me te tairas-tu, Marot, dit Tchitchikov. Mais qui êtes-vous ? Demanda la vieille. Un gentilhomme, ma bonne. Le mot de gentilhomme produisit impression sur la vieille. Attendez, je vais prévenir madame, dit-elle. Elle s'éloigna pour revenir 2 minutes plus tard, une lanterne à la main. Le portail s'ouvrit. Une autre fenêtre s'éclaira. La britchka pénétra dans la cour, s'arrêta devant une petite maison, difficile à distinguer dans l'obscurité. La lumière qui tombait des fenêtres et frappait en plein les flaques d'eau, ne laissant voir que la moitié, la pluie tambourinait sur le toit, en bois, et se déversait à flots bruyants dans un baquet. Cependant, les chiens exécutaient un concert vocal en l'honneur des arrivants. L'un d'eux, la tête rejetée en arrière, s'appliquait à des roulades si protégées qu'on eût pu le croire grassement payé. Un autre vocalisait à la hâte, l'infatigable soprano d'un caniche mêlé à ce choral des sons de grelots. Un vieux chien robuste, à en juger par sa voix rauque, raclait la basse. Ainsi, au plus fort d'un concert, alors que les ténors se haussent sur la pointe des pieds pour lancer une note et qu'un élan unanime emporte les exécutants, seule la basse contre, prolongeant dans sa cravate un menton mal rasé et s'inclinant presque jusqu'à terre, émet de là une note qui fait trembler les vitres. Les virtuoses aussi accomplis laissaient bien augurer de l'importance du domaine. Mais notre héros, trempé, gelé et transi, ne songeait qu'à dormir. La britchka à peine arrêtée, il sauta sur le perron. Trébucha, faillit choir. Une femme qui ressemblait en plus jeune à la précédente l'accueillit sur le seuil et l'introduisit dans l'appartement. Tchitchikov jeta autour de lui un regard distrait, de vieux papiers à rayures, des gravures représentant des oiseaux, une horloge avec des fleurs peintes sur le cadran, des miroirs vieillots, à cadre bruni en forme de feuilles recroquevillées, d'où émergeait une lettre, un jeu de cartes, un bas. Il ne put distinguer autre chose, ses paupières collées comme si on les eût enduites de miel. Mais bientôt apparut la maîtresse du logis, personne d'un certain âge, en bonnet de nuit, un morceau de flanelle autour du cou. Une de ces bonnes dames qui, portant la tête posée de biais, crie toujours misère et cependant emplissent peu à peu les sacs en coutil dissimulés dans les tiroirs de leur commode. L'un contient les roubles, l'autre les pièces de 50 kopecks, le troisième celles de 25. Pourtant la commode ne paraît refermer que du linge, des camisoles, des sèche-cheveux de fil, un peignoir décousu mis en réserve pour remplacer le moment venu la robe usée ou brûlée en faisant rissoler, une veille de fête, des galettes ou des beignets. Mais c'est là une éventualité bien douteuse. La vieille est ménagère de ses effets et le peignoir demeurera longtemps décousu, pour échoir enfin par testament, avec d'autres nippes, à quelque arrière petite nièce. Tchitchikov s'excusa de son arrivée inopportune et du dérangement qu'il causait. « Mais non, dit la brave dame, vous ne me dérangez pas. Par quel temps Dieu vous envoie? Il pleut, il vente, il tonne. Vous avez sans doute besoin de vous réconforter. Mais à une heure aussi indue, impossible de rien préparer. » Un épouvantable sifflement interrompit le discours. Redoutant une invasion de serpents, Tchitchikov dressa la tête, mais se remit aussitôt en devinant que l'horloge s'était mis en tête de sonner. Un râle suivit le sifflement. Enfin, dans une tension suprême, le coucou émit 2 sons semblables à des coups de bâton sur un pot cassé. Puis le balancier reprit son placide tic-tac. Tchitchikov remercia l'hôtesse, l'assurant qu'il ne demandait qu'un lit. Il s'informa pourtant de l'endroit où il se trouvait. Les terres de M. Sobakevitch étaient-elles éloignées ? La vieille répondit qu'elle ne connaissait aucun propriétaire de ce nom et qu'il n'en existait sans doute point. « Au moins, vous connaissez Manilov » reprit Tchitchikov. « Manilov, qui est-ce ?»« Un propriétaire, bonne dame. »« Non, je ne le connais pas. Aucun de nos propriétaires ne porte ce nom. »« Mais alors, comment s'appelle-t-il ? Bobrov, Znivin, Pietchakov, Kanapetiev. Sont-ils riches ? Oh non, ils possèdent qui 20, qui 30 âmes. Aucun ne va jusqu'à la centaine. » Tchitchikov comprit qu'il s'était égaré en pays perdu. « Sommes-nous loin du chef-lieu ? À une 60aine de verstes, que je regrette de ne pouvoir vous offrir à souper. Si vous preniez le thé au moins. » « Merci, ma brave dame, je n'ai besoin que d'un lit. »
Cela se comprend après une si longue route. Installez-vous ici, mon bon monsieur, sur ce canapé. Fétinia apporte des draps, une couette, apporte un oreiller. Oh là là, quel temps, grand Dieu, comme il tonne! Toute la soirée, j'ai eu un cierge allumé devant les images. Eh mes compères, tu as le dos et les flancs crottés comme ceux d'un pourceau. Où as-tu bien pu te salir comme ça? Encore est-ce heureux que je ne sois que crotté. Je remercie Dieu de ne m'être pas cassé les côtes. Saint du paradis, quelle horreur! Ne veux-tu point qu'on te frictionne le dos? Non, merci, merci. Ne prenez pas tant de peine. Priez seulement votre servante de sécher mes habits. Tu entends, Fétina, ordonna l'hôtesse en s'adressant à la femme, qui, après s'être montrée sur le seuil, une chandelle à la main, avait eu le temps d'apporter une couette et, en la tapotant de 2 mains, de joncher la chambre de plumes. Tu entends, Fétina? Prends le cafetan de monsieur et ses vêtements là-dessous. Fais-les sécher devant le feu, comme au temps de mon pauvre défunt. Tu auras soin alors de les faire bien nettoyer. Entendu, madame, dit Fétinia, occupée à disposer les draps et l'oreiller. Voilà ton lit fait. Bonne nuit, mon brave, dit l'hôtesse. N'as-tu besoin de rien? Peut-être te fais-tu gratter la plante des pieds avant de t'endormir? Feu mon mari en usait toujours ainsi. Sur un nouveau refus du voyageur, la vieille dame se retira. Tchitchikov se déshabilla à la hâte et remit ses hardes mouillées à Fétinia, qui les emporta en lui souhaitant à son tour bonne nuit. Resté seul, il lorgna non sans plaisir son lit, qui atteignait presque le plafond. Fétinia s'y entendait à battre les couettes. À l'aide d'une chaise, il grimpait sur cet échafaudage qui s'effondra sous lui en faisant voler des plumes dans tous les coins de la chambre. Il souffla la chandelle, se pelletonna sous la couverture piquée et s'endormit aussitôt. Il s'éveilla le lendemain assez tard. À travers la fenêtre, le soleil dardait en rayons droits dans les yeux, et les mouches endormies, la veille sur les murs et au plafond, l'assaillaient maintenant à l'envi. Il en avait une sur la lèvre, une autre sur l'oreille, une troisième sur l'œil. Une autre commit l'imprudence de s'aventurer dans sa narine et provoqua ainsi un éternuement qui réveilla le dormeur. En inspectant la pièce, il aperçut que les tableaux ne figuraient pas uniquement des oiseaux. Il y avait aussi parmi eux un portrait de Koutouzov et peint à l'huile un vieillard en uniforme, à parements rouges, comme on en portait au temps de l'empereur Paul. L'horloge siffla, battit 10 coups dans la porte entrebâillée, apparut un visage féminin qui se retira précipitamment, car Tchitchikov, pour mieux dormir, avait rejeté tout voile. Le visage ne lui semblait pas inconnu. En rassemblant ses souvenirs, il le reconnut pour celui de l'hôtesse. Il enfila sa chemise, ses vêtements séchés et brossés l'attendaient. Il s'habilla, s'approcha d'un miroir et éternua de nouveau si fort qu'un dindon qui se trouvait à point nommé près de la fenêtre fort basse lui jabota en son bizarre langage quelques mots rapides qui signifiaient sans doute « à vos souhaits ». Tchitchikov le traita d'imbécile et contempla le tableau qui s'offrait à sa vue. La fenêtre donnait sans doute sur le poulailler. Tout au moins, la courette qui s'allongeait au-dessous était-elle remplie de volailles. Poules et dindes pullulaient. Un coq se pavanait parmi elles en agitant sa crête et en penchant la tête comme pour prêter l'oreille. Une truie se trouvait là avec sa famille. En fouillant un morceau d'ordure, elle avala un poussin et, sans prendre garde, continua à dévorer des pelures de pastèque. Cette basse-cour se terminait par une palissade derrière laquelle s'étendait un vaste potager planté de choux, oignons, pommes de terre, betteraves et légumes divers. Quelques pommiers et autres arbres fruitiers s'y éparpillaient. Défilaient les protégés contre les pies et les moineaux, dont les bandes entières voletaient en écharpe de ci de là. On avait dans le même but érigé quelques épouvantails, les bras en croix, un bonnet de la ménagère coiffé l'un d'eux. Après le potager des isbas, s'étalait à la débandade. Tchitchikov remarqua pourtant que leur bon entretien décelait l'aisance des habitants. Tous les toits réparés, aucune porte déjetée, et dans les hangars une ou deux télègues de réserve presque neuves. Mais c'est un joli domaine, se dit notre héros, qui décida aussitôt de faire plus ample connaissance avec la dame de ces lieux. Il passa à son tour la tête dans l'entrebâillement de la porte, et l'apercevant en train de prendre le thé, marcha droit à elle, avec un air affable et joyeux. « Bonjour, compère. Avez-vous bien dormi ?» demanda l'hôtesse en se levant. Elle était mieux habillée que la veille, en robe sombre et sans bonnet, mais elle avait toujours le cou entortillé. « Fort bien. »« Fort bien, » répondit Tchitchikov en s'installant dans un fauteuil. « Et vous, bonne dame ?»« Mal, mal, mon cher monsieur. Pourquoi donc ? Bien, je souffre d'insomnie. J'ai des courbatures dans les lombes et des élancements au-dessus de la cheville. Cela passera, ma chère, cela passera. N'y faites pas attention.
Dieu le veuille, je me frictionne au saindoux et à la térébenthine. Avec quoi arrosez-vous votre thé? Voilà un carafon de ratafia. Parfait, bonne dame. Le lecteur aura, je l'espère, remarqué que malgré son air affable, Tchitchikov en prenait à son aise et s'exprimait beaucoup plus librement qu'avec Manilov. Il faut dire qu'en Russie, si nous retardons encore en certaines choses sur les étrangers, nous les distançons de loin dans l'art des formules. Impossible d'énumérer les nuances, les finesses de notre conversation. Le français ni l'allemand ne comprendront jamais toutes ces distinctions et particularités. Bien qu'au fond du cœur, il rampe devant le millionnaire, il lui parle sur le même ton qu'au marchand de tabac. Il n'en va pas ainsi chez nous. À un seigneur de 200 âmes, nos roués chantent une autre antienne qu'à un seigneur de 300. Ils ne tiennent pas à celui-ci le même langage qu'au possesseur de 500 âmes, et varient encore d'accent avec le maître de 800. Montés au million, ils trouveront encore des nuances. Supposons qu'il existe un bureau, pas ici, s'entend, mais au bout du monde. Prenons le chef de ce bureau, regardons-le trôner au milieu de ses subordonnés. La peur nous rendra muets. Son visage respire la noblesse. L'orgueil, de ses quoi encore. Il pourrait poser pour un Prométhée. Quel extérieur majestueux, quelle démarche imposante, on dirait un aigle. Mais à peine sorti de la pièce pour gagner papier sous le bras, le cabinet du directeur, l'aigle se fait perdrix. En société, si les personnes présentes lui sont inférieures en grade, Prométhée demeure Prométhée. Mais qu'il s'en rencontre une d'un rang légèrement supérieur, mon Prométhée subit une métamorphose qu'Ovide lui-même n'eût jamais inventée. Il devient une mouche, moins qu'une mouche, un grain de sable. Ce n'est pas Ivan Petrovitch, direz-vous en le regardant. Ivan Petrovitch ne rit jamais, il a le port important et le verbe haut, tandis que ce gringalet ricane sans fin et piaille comme un oiseau. Approchez-vous, vous reconnaîtrez Ivan Petrovitch. Mais revenons à nos personnages. Tchitchikov, nous l'avons vu, s'était résolu à attaquer sans plus de façon. Il prit sa tasse, y versa un verre de ratafia et déclara à brûle-pourpoint « Vous avez, madame, un bien joli domaine, combien d'âmes » « Un peu moins de 80, dit l'hôtesse. Malheureusement, les temps sont durs. L'an dernier a été bien mauvais. Dieu nous préserve d'un pareil. Pourtant, vos paysans ont un bon air. Leurs isbas sont solides. Voudriez-vous me dire votre nom? Je suis arrivée si tard, j'avais perdu la tête. J'ai nom Korobotchka, secrétairesse de collège. Merci. Et vos prénoms? Nastasia Petrovna. Nastasia Petrovna, quel nom charmant. J'ai justement une tante, la sœur de ma mère, qui s'appelle comme ça. Et vous, monsieur, comment vous appelez-vous? S'informa la propriétaire. Vous êtes sans doute assesseur. Non, brave dame. Nous ne sommes point assesseurs, nous voyageons pour nos affaires. Ah, vous faites du négoce, quel dommage que j'ai cédé si bon marché mon miel aux revendeurs. Vous me l'auriez sans doute acheté. Du miel? Ma foi, non. Et quoi donc alors? Du chanvre peut-être? C'est qu'il m'en reste bien peu. Une 20aine de livres tout au plus. Non, ma bonne, il s'agit d'autres marchandises. Dites-moi, avez-vous perdu beaucoup de paysans? Mon cher monsieur, 18, soupira la vieille. Et tous des gaillards, de bons ouvriers. Il en est né d'autres, à vrai dire. Mais que faire de ce fretin? Pourtant, l'assesseur est venu toucher la capitation. Tout comme il vivait encore, la semaine dernière, mon forgeron a brûlé. Un habile homme qui connaissait aussi la serrurerie. Auriez-vous eu un incendie? Dieu préserve, c'eût été pis. Il a brûlé lui-même, mon brave monsieur. C'était un ivrogne, ses entrailles ont pris feu, il lui est sorti de la bouche une flamme bleue et son corps s'est consumé, noirci comme du charbon. Pourtant, quel excellent forgeron. Et maintenant, me voilà cloué au logis, je n'ai personne pour ferrer mes chevaux. Tout arrive, madame, soupira Tchitchikov. Ne murmurons pas contre la Providence. Eh bien, cédez-les-moi, Nastasia Petrovna. Et on va s'arrêter là. On va garder le suspense avec notre héros assez étrange qui se propose de racheter des âmes mortes. On verra ce qu'il advient. En tout cas, je vous retrouve moi pour une prochaine émission. Restez avec moi jusqu'au bout de la nuit. Je vous souhaite une très bonne journée si vous devez partir travailler. Sinon, à très vite pour une prochaine émission. Ciao!